Ça a l'air de marcher. Ça va. Oui, c'est cool. Très bien, et ben voilà, bah, super, alors bienvenue. Et puis, alors justement, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ça remonte, hein, c'était il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, quelque chose comme ça au moins, non? Oui, Oui, on peut parler des différents types de souffrance, de la souffrance la plus subtile qui était les sensations neutres. On avait parlé de la différence entre la compassion et la pitié, si je me souviens bien, et en disant que la compassion on était avait fondée fait sur les la deux partie vérités. Oui, très bien, exactement. dont je me souviens. Oui. Et puis on avait parlé des apparences dualistes, ouais. Oui, les trois dualités. Voilà, exactement, les On en apparences était dualistes, là. les 3 dualités, exactement. Qui sont? Ah, je ne sais pas, mais enfin, je l'ai su, mais j'ai oublié. Oui. Alors, Alors il Avait y a le la la oui, première, c'est la dualité égale conventionnelle, vérité conventionnelle. La seconde, c'est la dualité de l'objet à réfuter. Et la troisième, c'est la dualité du sujet et de l'objet. Mais ça, je lis, hein, je lis. OK. Oui, très bien. C'est tout à fait ça. Et donc, l'étudiant continue de poser une question par rapport à ça normalement, par rapport à ces dualités. Et ce que dit Geshe-Dreyfus, c'est que c'est surtout l'apparence dualiste d'existence inhérente, ouais, l'apparence d'existence inhérente qui est un problème. Parce que l'apparence dualiste sujet-objet, bah, elle existe puisque quand on observe une table, on ne devient pas une table pour autant, oui. et heureusement. Et l'apparence de vérité conventionnelle, tout simplement parce que bah, on n'est pas en train d'observer une vérité ultime. Ouais. Et Oui. donc, cette apparence extensionnelle de ça, c'est un objet d'abandon. Ouais. Et donc, même si en effet, il n'y a que l'apparence dualiste d'existence inhérente qui est un objet d'abandon, quand il y a une réalisation directe, une réalisation non conceptuelle de la vacuité, il n'y a aucune de ces apparences dualistes. Ouais. Oui. Ok, très bien, bravo, bravo. Et donc, on en était là, à ces 3 dualités. Donc, c'est assez simple, hein, parce qu'en plus, on l'a vu pendant le BP. C'est assez simple. Et donc, il y a un étudiant qui dit la différence entre les deux dernières dualités n'apparaît pas clairement en bas de la page 100 quoi 185. Et donc, la réponse est la dualité peut signifier vérité conventionnelle, l'objet avait réfuté, et impression de séparation entre sujet et objet. Ouais, donc, c'est 3 types de dualité. Il y a donc une claire différence entre les deux, entre l'objet à réfuter et la séparation entre le sujet et l'objet. Très bien. OK. Donc l'objet à réfuter, dit l'étudiant, étant l'objet qui existe de façon réelle, implique un sujet différent. OK. Je ne vois pas trop, il veut en venir dans la question, mais la réponse c'est peut-être, mais ce n'est pas de cela que l'on parle. Et là, il manque un espace là, entre parle et on. On parle du sens du mot dualité. Dualité peut vouloir dire objet existant réellement. Donc, en fait, euh, l'objet qui semble exister de manière réelle, mais ce que vous dites n'est d'ailleurs pas sûr, car on peut se dire qu'il y a des expériences méditatives dans lesquelles il n'y a plus de dualité, où la dualité devient tellement subtile qu'il n'y a peut-être plus de dualité du tout, comme les expériences méditatives du sans forme. Ouais. Donc, par exemple, dans le sans forme, la personne, il y a 4 niveaux du sans forme. Ouais. Il y a l'espace infini, la conscience infinie, le rien et le pic du samsara. Et dans ces expériences méditatives, par exemple l'espace infini, il n'y a plus cette notion de dualité entre l'espace infini et la conscience de la personne. Et même la personne, puisque la personne et sa conscience sont une même entité. Donc, quand il y a cette expérience d'espace infini, il semble qu'il y a une dualité, et cette dualité disparaisse entre le sujet et l'objet. Ça fait bizarre. Comme si la personne devenait elle-même cet espace infini, en fait. Ouais. Et bien sûr, elle ne le devient pas, parce que l'espace infini, comme vous le savez, c'est permanent. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, il y a ces expériences très subtiles de concentration où il semble ne plus y avoir de dualité. Ok. Il y a probablement plus de dualité, mais il reste la dualité de l'existence conventionnelle. Et il reste dans l'esprit de la personne l'appréhension de cette expérience comme existant réellement. Ouais. Donc il peut y avoir cette saisie-là, en effet.
Sinon, la personne serait libérée. Oui. Ok. Ouais. Elle serait libérée ou alors elle serait... ouais. Ouais. Très bien. Donc, un étudiant encore dit, ces trois interprétations de la dualité sont-elles simultanées? Quand on est dans une perception d'une vérité conventionnelle, est-ce qu'il y a l'apparence d'existence inhérente? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a l'apparence sujet-objet? C'est sûr. Et Et la est-ce qu'il y a différence. l'apparence de vérité conventionnelle? Oui, c'est sûr. Normalement, il y a les trois qui vont ensemble. Hein. Oui. Donc lui, il dit, la réponse c'est, ce sont trois sens possibles du mot dualité. Si on prend l'un des sens, on aura quelque chose de différent des deux autres, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, on peut comprendre l'absence complète de dualité et on parle des trois dualités. Donc quand on parle de l'absence complète de dualité, on parle des trois. C'est-à-dire que les trois sont... Donc il dit, cependant, dans différents textes, on peut ne parler de la dualité que d'un seul point de vue. Il faut donc faire attention lorsqu'on rencontre ce mot dans des textes. C'est vrai que parfois, il y a des gens, par exemple, quand on discute dans les forums bouddhistes ou ailleurs, les gens parlent de la non-dualité. Les gens qui, par exemple, sont dans l'Advaita Vedanta, etc., ils parlent de la non-dualité. Mais de quelle non-dualité on parle, hein? C'est très important de savoir de quoi on parle. Mhm. Cela peut en effet se référer à une expérience purement subjective qui n'a peut-être aucune valeur particulière. Par exemple, si on se concentre assez sur le verre d'eau et que l'on atteint shamatha, là il manque un H, parce que en fait, quand ils ont retranscrit le sanskrit, ils ont mis de côté les signes diacritiques. Et donc, s'il n'y a plus les signes diacritiques, il manque le H, en fait, tout simplement. Donc, c'est shamatha, ouais, c'est pas samatha. La concentration complète sur ce verre d'eau, il n'y aura probablement plus de dualité avec ce verre d'eau. Mais bien que la concentration soit une bonne chose, l'absence de dualité n'a de valeur que parce qu'il y a concentration et n'indique aucune réalisation. C'est-à-dire que la personne qui va obtenir shamatha, c'est pas pour autant qu'elle va sortir du samsara et qu'elle va obtenir l'éveil. Pas nécessairement, ouais. Et donc il dit donc prudence. Quand on dit absence de dualité, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est aussi une tarte à la crème, parce que cela veut tout dire et rien dire. Ce n'est pas parce qu'on expérimente quelque chose de non-duel qu'on a expérimenté quelque chose de valable du point de vue de la libération. Ça, c'est vraiment très important. Très important. OK. Donc après, c'est toujours sur les non-dualités, dualité. Et après, il y a la vacuité, objet de l'esprit non-duel, qui est à la page 189. OK. Donc, il y a pas mal de pages où on repart à peu près de la même chose. Il y a juste à la page d'avant, 188, où il parle de compréhension. Normalement, ce qu'on avait appris justement avec Venar Geshe-Gensen, c'est que compréhension égale réalisation égale certification. Ouais. Donc, on avait vu ça. Mais après, ça dépend certainement des écoles, c'est ce que dit Geshe-Dreyfus. OK. Et donc là, le chapitre sur la vacuité, enfin la section sur la vacuité objet de l'esprit non duel, il dit les vacuités sont des phénomènes qui appartiennent à la vérité ultime, c'est-à-dire qui sont perçus par leur perception sans dualité. Ok. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on avait appris. On avait dit que c'est une définition qu'on trouve dans le Chittamatra. La définition d'une vérité ultime, c'est un phénomène qui est réalisé directement par une perception valide directe en l'absence totale de dualité, ouais, d'apparence dualiste. Oui. Ouais. Et en effet, ça correspond là aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire que, en effet, la vacuité, c'est un phénomène qui est perçu directement sans apparence dualiste. Donc la vacuité ne peut pas être directement objet de l'esprit qui conserve la dualité. Ouais, ça veut dire que s'il y a une apparence dualiste, c'est pas cette conscience ultime dont la vacuité est l'objet ultime. Ouais. Mm. C'est nécessairement pas l'objet d'une conscience ultime. C'est ce qu'avait dit Shantideva quand on avait vu la dernière fois les définitions des deux vérités. Donc la vacuité ne peut pas être perçue par l'esprit qui conçoit les choses avec dualité. Sûrement, l'esprit conceptuel, l'esprit qui conserve la dualité peut appréhender la vacuité, mais la vacuité est dans ce cas appréhendée indirectement. Ouais. Mhm. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire par une conscience conceptuelle et C'est pas. conceptuel, oui. Exactement. C'est tout à fait ça. Bravo. Elle est appréhendée par l'intermédiaire d'une représentation conceptuelle de la vacuité. Elle est appréhendée de façon indirecte et c'est une appréhension avec dualité. Ce n'est pas une appréhension de la vacuité telle qu'elle existe, c'est une appréhension valable, mais ce n'est pas une appréhension de la vacuité telle qu'elle existe. Oui, exactement. Ouais, c'est pour ça que toutes les consciences conceptuelles sont erronées. Ouais.
Bah oui, Même la conscience conceptuelle qui a pour objet apparent la généralité de sens de vacuité. Ouais. Mhm. ça c'est sûr. Ok. Parce que cette généralité de sens de vacuité, c'est quoi? C'est quoi la définition? C'est le facteur de surimposition qui prend la vacuité voilà, pour un objet existant, alors que c'est qu'une représentation, quoi. Oui, Je ok, sais pas très bien, en effet. son mot à mot, mais c'est ça, quoi. Oui, 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 c'est ça. Le sens est là. C'est-à-dire que si on dit une généralité de sens de table, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table de la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Ah, voilà. Et là, si on dit vacuité, Voilà. la généralité de sens de vacuité, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas la vacuité, apparaît comme étant la vacuité à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Voilà. Donc, si on prend en effet le substantif vacuité, ça joue. Et si on prend l'adjectif vide, là, ça peut poser des questions. Hein. On dit ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas vide, apparaît comme étant vide à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Là, ça pourrait poser question. Hein. Oui, Exactement comme cette généralité de sens d'existant. Ouais. C'est ça. Non, Exactement. compris. Ok. Très bien. Cette généralité de sens d'existant apparaît comme étant existant, mais n'est pas existant. Donc, Ouais. en effet, ça apparaît comme étant une même entité avec existant, ça apparaît comme étant un avec existant, et ça apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas existant. Ouais. Donc, ça apparaît comme étant un avec existant. Et là, c'est pareil, la généralité de sens de vide ou de vacuité Comme étant. apparaît comme étant un avec la vacuité. Ouais. En effet, c'est pour ça que c'est erroné. Très bien. Ok. Donc, ce n'est pas une appréhension de la vacuité telle qu'elle existe. C'est une appréhension valable, mais ce n'est pas une appréhension de la vacuité telle qu'elle existe. La vacuité ne peut être appréhendée telle qu'elle existe que par une conscience sans dualité. C'est pour cela qu'il est dit que l'ultime n'est pas l'objet de l'esprit. Ouais, ici, l'esprit, c'est l'esprit de dualité. Ok. La vacuité n'est pas l'objet de l'esprit avec dualité, mais elle est l'objet de l'esprit en général, car la vacuité est perçue par une perception, par la sagesse qui perçoit directement la vacuité. Ouais. Donc ça veut dire qu'en effet, après, il dit que c'est la base de division des deux vérités, c'est connaissable. Ouais, connaissable. Donc ça, c'est très important parce que, en effet, certains ont dit que la vacuité n'était pas connaissable, parce que Shantideva dit la vacuité n'est pas un objet de l'esprit. Mhm. Shantideva, il sous-entend, n'est pas un objet de l'esprit dualiste. C'est Ouais, ça. exactement. c'est au-delà de l'esprit. C'est l'esprit au-delà de l'esprit. Oui, exactement, tout à fait. C'est, certains diront à ce moment-là, c'est pas l'esprit, mais c'est la sagesse fondamentale, la sagesse primordiale, etc. Ils la décriront autrement, ouais, exactement. Tout à fait. Très bien. Et donc ensuite, il dit que existant et connaissable sont équivalents. Donc ça, vous le connaissez par cœur. Très bien. Et ensuite, il y a une question d'un étudiant qui demande est-ce que l'existence intrinsèque dont parlent les Swatantrika apparaît dans les textes de Arya Nagarjuna Donc lui, il dit non. Les textes de Arya Nagarjuna, comme ceux d'Aryadeva, ne distinguent pas existence intrinsèque et existence réelle. Ouais. Les textes d'Arya Nagarjuna disent en fait peu de choses. Je n'ai pas fini de parler de l'objet à réfuter, donc il va reparler de l'objet à réfuter. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Arya Nagarjuna, lui, il parle euh, du sens ultime, etc. Donc ça veut dire que lui, il passe la frontière du conventionnel. Mais c'est pas vraiment explicite dans ses écrits, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est sûr que dans certains de ces traités dialectiques, il parle des deux vérités, et là, on comprend qu'il y a ces deux niveaux. Par exemple, dans le chapitre 18, ouais, la strophe 10 du chapitre 18, où il dit Vyavahara manasritya paramartona deshyate, sans se fonder sur le conventionnel, on ne peut pas montrer l'ultime. Donc, il parle de ces deux niveaux, hein, ultime et conventionnel. Donc, ça, c'est sûr. Mais après, dans la plupart de ces conséquences à l'absurde, bah, il ne marque pas nécessairement ultime, intrinsèque, etc. Donc, c'est à nous de le déduire, en fait. Mhm. Très bien, très bien. Ok. Et puis, ensuite, il dit il n'y a que Acharya Chandrakirti qui parle vraiment d'existence intrinsèque. Ouais, donc, il est beaucoup plus précis, en fait, dans le sens parce qu'il fait des commentaires, tout simplement. Donc, il essaie de clarifier. Et d'après la Tsongkhapa, si la différence est faite, c'est Chandrakirti qui l'a fait. Cette différence est difficile à constater et il faut vraiment accumuler les évidences et les chercher dans différents endroits. À ce moment-là, en effet, on voit que Acharya Chandrakirti a une vue de la vacuité
qui est l'absence d'existence intrinsèque. Bhaviveka avait une vue qui semblait différente et distinguait l'absence d'existence réelle ou véritable de l'existence intrinsèque ou inhérente. Ouais. Très bien, très très bien. Et donc il y a l'absence d'existence ultime. L'absence d'existence ultime, il y a des points assez importants. Ok. Donc là, il redit au début de ce chapitre, à la page 191, il dit que il y avait ces deux définitions des deux vérités comme on l'avait vu. Donc il dit, nous avons défini les deux vérités, la vérité conventionnelle et ce qui est trouvé par l'analyse conventionnelle, par la cognition valide qui analyse le conventionnel. La vérité ultime est ce qui est trouvé par la cognition valide qui analyse ultime. Très bien. Cette première définition est faite du point de vue de la pensée conceptuelle. Oui. Ouais, ça veut dire qu'il y a, en effet, il y a le sens d'investiguer, le sens de conceptualiser, etc. D'analyser, ouais. Ok, très bien. Et l'autre définition, c'est du point de vue de la perception directe. Ouais. Donc on a souvent ces deux points-là, on a souvent ces deux univers de la conception et de la perception. Ouais. Donc, du point de vue de la perception, une vérité conventionnelle, c'est ce qui est appréhendé au travers d'apparences dualistes ou par une conscience dualiste. Une vérité ultime, c'est ce qui est appréhendé par une conscience non dualiste, ouais, une conscience ultime. Ouais. Donc ça, on l'avait déjà vu avec le Sautrantika. Avec le Sautrantika qui suit le raisonnement, on avait vu en effet qu'une vérité ultime, c'est ce qui est réalisé par une conscience ultime. Ouais, c'est l'objet apparent d'une conscience ultime. Ouais. Mais dans le cas des Sautrantika, c'était quoi une conscience ultime? C'est la vérité, c'est les impermanents chez les Sautrantika, c'est bizarre, oui. Oui, en effet. Donc les vérités ultimes sont les impermanents. Et donc pourquoi est-ce qu'on les dit vérités ultimes? Parce que ce sont les objets apparents des consciences ultimes, dans des consciences non erronées. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Des consciences non conceptuelles. Ouais. Ouais, très bien, excellent. Alors que pour les Prasangika, ça ne jouerait pas de dire ça, puisque toutes les consciences, sauf la réalisation directe de la vacuité, c'est une conscience erronée. Ouais. Donc pour les Prasangika, on dira qu'en effet, la conscience qui a pour objet apparent la vacuité, qui a pour objet de réalisation directe la vacuité, c'est en effet une conscience ultime, parce qu'elle est non erronée. Ouais. C'est les cognitions valides pour eux, quoi. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Exactement. C'est ça qui est bien, c'est que, en effet, si on comprend bien le Sautrantika, on verra qu'il y a des cognitions valides qui sont non erronées et il y a des cognitions valides qui sont erronées. Et donc, ça nous aidera à comprendre le Prasangika pour lequel seule la réalisation non conceptuelle de la vacuité est non erronée. Et donc, toutes les autres cognitions valides sont erronées, qu'elles soient conceptuelles ou pas. Oui. Très bien, très très bien. Ok. Donc, la vérité ultime est l'absence d'existence ultime de tous les phénomènes. Ouais, donc ça, on l'a bien compris. Lorsque nous cherchons les phénomènes par l'analyse ultime, nous ne les trouvons pas. Le fait que les phénomènes soient introuvables par l'analyse ultime est la vérité ultime de ces phénomènes. Cette vérité ultime est donc ce qui est trouvé par l'analyse ultime qui cherche ces phénomènes. Oui. On ne les trouve pas et on arrive à la constatation que les phénomènes n'existent pas de manière ultime. Très bien. L'absence d'existence ultime est la vérité ultime, la vacuité. Très bien. Parce que on avait vu aussi que pour certains Gelugpa, les vérités ultimes ne sont pas que des vacuités d'existence inhérente, sont aussi des vraies cessations. Des vraies cessations, oui. Exactement. Parce que pour ces maîtres Gelugpa, quand un Arya réalise directement la vacuité, il réalise aussi les vraies cessations. Il réalise de manière non dualiste les vraies cessations qui opèrent dans son esprit grâce à la vacuité. Ces vraies cessations sont aussi les objets de cognition non dualiste, et ben ce sont aussi des vérités ultimes. C'est désigné comme ça. En l'absence d'existence ultime, donc l'absence d'existence ultime est la vérité ultime de la vacuité. Et cette vacuité est la simple absence d'existence réelle, d'existence ultime, une simple absence. Ouais. Oui. Ça, on va le trouver à peu près partout. Ça veut dire que même du point de vue Nyingma, par exemple, dans le Nyeshe Jome, dans la lampe de la certitude de Mipama Rinpoche, où il parle de la vue du Dzogchen de A à Z, en fait, avec ses différentes questions sur les réalisations de la vacuité, etc.
Et il y a toujours ces deux points-là sur est-ce qu'on parle au sens conventionnel ou est-ce qu'on parle au sens ultime. Et au sens conventionnel, en effet, la vacuité est une négation non affirmative. Ouais, c'est ce que dit Gyawal Longchenpa. Longchenpa va dire, du point de vue conventionnel, le prasangika dira que la vacuité est une négation non affirmative, du point de vue conventionnel. Après, si on parle du point de vue ultime, ce sera la vacuité de Ripa, la vacuité de l'esprit. Et donc, dans ce cas-là, ça va être plus une affirmation négative, ouais, ou une négation affirmative. Mais en tout cas, ils sont tous d'accord pour dire qu'au niveau conventionnel, si on prend le point de vue prasangika, le point de vue le plus abouti, en effet, la vacuité est une simple absence. Ouais. Très bien. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette simple absence n'existe pas comme ça dans l'espace, comme un absolu, etc. C'est toujours la simple absence d'existence inhérente. Très bien. OK. Néanmoins, l'absence d'existence ultime peut être expliquée d'une autre façon. Les phénomènes conventionnels sont dits ne pas exister de manière ultime. Cette non-existence ultime, cette absence d'existence ultime des phénomènes, peut être expliquée comme l'absence d'existence indépendamment de la conscience à laquelle ils apparaissent. C'est de cela que nous allons parler. Donc ça, c'est tout un passage ici dans ce chapitre-là, où il va dire qu'il y a deux notions en fonction desquelles on peut parler de la vacuité des phénomènes. On peut dire d'un côté que les phénomènes ne résistent pas à l'analyse ultime. Rien ne peut résister à l'analyse ultime. Ouais. Et donc, puisque ça ne résiste pas à l'analyse ultime, eh bien, c'est vide d'existence ultime. Ouais. Et donc, c'est quand même deux notions assez différentes. Résister ou ne pas résister à l'analyse ultime et être dénué d'existence ultime, il y a une corrélation infaillible entre les deux, mais l'un n'est pas exactement la même chose que l'autre. Ouais. Donc, rien ne résiste à l'analyse ultime, c'est ce qui prouve que ça n'existe pas de manière ultime. Et dans le Madhyamaka-vatara d'Acharya Chandrakirti, il y a 4 points par rapport à cela. Et en effet, les premiers points, c'est de dire que si les phénomènes avaient une existence ultime, eh bien, les phénomènes seraient détruits par la réalisation directe des Aryas. C'est Ouais. ça. Exactement, ouais. Parce qu'il y aurait une table inhérente, et donc puisqu'un Arya réalise l'absence de table inhérente, eh bien la table inhérente cesserait d'exister. Donc la table cesserait d'exister puisque ce serait une table inhérente. Ouais. En effet, ce n'est pas le cas. Là, il n'y a pas de table inhérente. Donc l'inhérence de la table est totalement réfutée par la réalisation directe du yogi, mais la table, elle, on n'y touche pas. Ouais. Ouais. La table, elle n'est tout simplement pas un objet d'appréhension de la réalisation de l'ultime. Ouais. Très bien. Ok, c'est super. Et donc, dans son texte de base sur le Madhyamaka, Arya Nagarjuna, donc c'est le traité racine, ouais, le traité racine du milieu. Et donc, il y a un très bon. Je ne sais pas quelle version vous avez de Arya Nagarjuna, mais il y a Stance du milieu par excellence, qui est vraiment très très bien fait. Qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je sais jamais qu'est-ce qu'on a. Je sais ce qu'on a, mais je ne sais pas. Ouais. Ben, on en a deux versions, mais je ne sais plus. Je ne sais pas. Ok. Donc, si vous avez la version de Stance du milieu par excellence de Guy Bugeaud, elle est vraiment très bien faite parce qu'il va traduire directement à partir du sanskrit. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Même s'il y a des points discutables dans ce qu'il évoque par rapport à la stratégie de Arya Nagarjuna, il y a des points qui peuvent être discutés, ça c'est pas très grave, mais c'est vraiment une très bonne traduction. Et Tu donc, dis Guy Bugeaud, excuse-moi, tu dis par Guy Bugeaud, c'est ça? Guy Bugeaud, ouais. D'accord. Ouais. Bugault. Très très bien. C'est vraiment une très bonne version. Et donc, dans ce texte de base, Arya Nagarjuna, dans le traité racine du milieu, Nagarjuna commence par dire que les phénomènes composés ne sont ni permanents, ni impermanents, ni non permanents, ne sont ni permanents, ni ne s'annihilent complètement, ne sont ni un ni distincts, ne vont ni ne viennent, ne naissent ni ne sont détruits. Ouais. Donc ça, c'est la strophe d'hommage au tout début du texte. Ouais. Quand il dit ananartam, anekartam, ananartam, etc. En fait, il prend le point de vue de la réalisation directe de la vacuité. Il dit, je rends hommage au plus grand de tous les orateurs qui a enseigné que dans l'existence dépendante, il n'y a ni aller ni venue, ni unité ni différence, etc. Donc il y a l'absence des 8 caractéristiques. Et
bien sûr que ça, c'est nécessairement au niveau ultime. Ouais, parce qu'au niveau conventionnel, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un et différent, permanent et impermanent, etc., etc. Ouais. Oui. Ouais, très bien. Donc en effet, c'est au niveau ultime. Donc que veut dire Adhyana Nagarjuna? Ces négations doivent être comprises du point de vue de l'objet perçu par la réalisation directe de la vacuité. Ouais. Nagarjuna dit que les phénomènes composés ne sont pas produits du point de vue de la réalisation directe de la vacuité, qui est la réalisation de la nature des phénomènes. Ouais. C'est-à-dire que quand on zoome, on ne peut pas trouver de permanence, d'unité, de différence, d'aller, de venue, etc. La perception de la vacuité perçoit la nature des phénomènes, la façon dont les phénomènes existent, c'est-à-dire le fait qu'ils n'existent pas de manière ultime. Cette perception de la nature des choses perçoit simplement le fait que les phénomènes n'existent pas de manière ultime, c'est-à-dire le fait qu'ils ne soient pas trouvés par l'analyse ultime, et ne perçoit pas le fait que les phénomènes sont produits, ils se transforment, ils disparaissent, etc., etc. Aussi le fait que la production, la destructabilité, destructabilité, ok, etc., donc l'impermanence des phénomènes impermanents ne soit pas perçue par la perception de la réalité est une autre façon d'expliquer l'absence d'existence ultime. Donc c'est ça qu'on a dit. C'est-à-dire que ces phénomènes, l'impermanence, l'unité, la différence, ne sont pas du tout perçus par une conscience ultime, la Sangika. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ne résistent pas à l'analyse ultime. Et comme ils ne résistent pas à l'analyse ultime, ils sont dénués d'existence ultime. C'est vraiment le point qui est mentionné là. Ok. Donc Lama Tsongkhapa dit qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on entend que les phénomènes conventionnels, les phénomènes produits par exemple, n'existent pas de façon ultime, le mot ultime doit être compris de deux façons. Ouais. Les phénomènes n'existent pas de façon ultime parce qu'ils n'existent pas de façon indépendante de l'apparence à la conscience non contredite qui les établit. Mais aussi, les phénomènes n'existent pas de manière ultime parce qu'ils ne sont pas l'objet de la perception de l'ultime, de la perception de la vacuité. Ok. Donc c'est vrai que cette affirmation n'existe pas de façon indépendante de l'apparence à la conscience non contredite qui les établit. Ça a une saveur soit tantrika, hein. Ça a une saveur soit tantrika plutôt qu'une saveur prasangika, non? Oui, oui, mais pour eux, il y a du 50-50. Alors, Oui, oui. exactement. Pour eux, il y a du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a le mode d'objet non commun de l'objet, le, le mode d'existence non commun de l'objet, qui n'est pas encore l'existence inhérente ou l'existence objective. Hein. Pas encore ça. Une fois, j'ai dû dire que c'était la même chose, mais pas encore ça. C'est-à-dire qu'il y a le mode d'existence non commun de l'objet, ensuite il y a une cognition non contredite qui vient valider cela, et là, on a un objet inhérent. Ouais. Là, on a l'existence objective. Il y a un signal, une conscience, et ça fabrique l'objet. Enfin, ça fait apparaître l'objet. Exactement. Ça fait apparaître un objet qui a une existence inhérente et qui semble exister de manière inhérente, ouais, pour les swatantrika. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que le mode d'être non commun de l'objet, c'est pas encore l'inhérence, c'est pas encore l'existence objective. Mais ça sonne comme si c'était l'existence objective du phénomène en question. Donc ça, c'est un truc à creuser. Ok. Et donc, en tout cas, le fait que le phénomène ait besoin quand même d'une conscience qui vienne valider cela, c'est-à-dire qu'il y a en effet 50% du côté du sujet, 50% du côté de l'objet. Et donc, ça donne quand même un objet objectif, ça donne un objet inhérent malgré tout. Mais la conscience qui vient valider ça, c'est une conscience conventionnelle. Oui, exactement, tout à fait. D'ailleurs, il parle d'existence véritable. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que cette conscience conventionnelle, elle est non contredite par les, comment dire, les types d'erreurs superficielles. Elle est valide, quoi. Voilà, exactement. Elle est valide ou pas nécessairement. Elle peut être subséquente, par exemple. Ouais. Oui, d'accord, oui. Alors, en tout cas, elle ne peut pas être erronée pour les swatantrika. Ouais. Si elle était erronée, elle se tromperait à l'égard de son objet et donc sur toute la plaque. Ouais. Donc, pour les swatantrika, cette conscience ne peut pas être erronée. Et donc, vu qu'il y a l'apparence d'existence inhérente et que cette conscience n'est pas erronée, eh bien, il y a l'existence inhérente. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils vont dire ça comme ça. Les prasangika, eux, vont dire non, votre existence inhérente, c'est ce que nous réfutons. Ouais. Ce que nous réfutons. Ok, donc ils n'ont pas du tout le même sens de l'existence inhérente, parce que pour les swatantrika, l'existence inhérente existe, et pour les prasangika, elle n'existe pas. Ouais. Elle existe dans le signal, qui fait que le signal du verre n'est pas celui de l'ordinateur. Voilà. Oui. Pour les swatantrika.
Pour les Svatantrika, exactement, tout à fait. Ouais, exactement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça, quand on lit cette saveur, enfin cette formulation qui n'existe pas de manière indépendante de l'apparence à la conscience non contredite qui les établit, c'est intéressant parce que la conscience non contredite qui les établit, pour les Svatantrika, ça va être n'importe quel esprit, et pour les Prasangika, c'est une conscience conceptuelle. Ouais, c'est une conscience conceptuelle, c'est en dépendance d'une simple imputation que les phénomènes existent. C'est là où il y a aussi une différence. Pour les Svatantrika, c'est plus large, et pour les Prasangika, c'est plus restreint. Eh bien, eh ben, on a vachement avancé quand même, c'est super. Waouh! Et on a terminé pour aujourd'hui déjà. D'accord. Ça passe super vite avec vous. En général, ça passe super vite. Mais là aussi, on a été super vite. Et en tout cas, merci beaucoup. Je voulais parler des deux vérités, leur relation, parce il y a des points très importants par la suite, mais on pourra le voir à la rentrée. Et c'est magnifique tout ce qu'on a pu essayer de comprendre au cours de cette année, avec une motivation toujours altruiste. On a essayé de comprendre les deux vérités ensemble, avec un groupe plus ou moins restreint en fonction des jours, c'est pas très grave. Et en tout cas, merci beaucoup. On peut dédier ces mérites immenses à la longue vie des grands maîtres comme Saint Dalai Lama. À ce que toutes les guerres s'arrêtent spontanément, toutes les famines s'arrêtent spontanément, que tous les êtres puissent avoir le droit à l'autodétermination, que les filles comme les garçons puissent aller à l'école, que tout le monde puisse être libre, que les droits humains et non humains puissent être respectés le plus rapidement possible. Et on se retrouve ce soir pour les débats.